L'aspect économique, j'en ai parlé hier soir, distribution des revenus. Aussi, elle n'est pas durable. Une vraie crise aussi. On assiste à une vraie crise à ce niveau-là. J'ai écrit distribution attendue des revenus annuels et non pas la véritable distribution. On est à peu près 7 milliards. Ici, les plus pauvres peut-être 10 000 euros par an et les plus riches peut-être 10 millions, peut-être. Je m'exprime au conditionnel éventuellement. Quelle est la véritable distribution des revenus annuels? Voilà, je vous la donne ici. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Y a-t-il une erreur Oui, il y a une erreur, mais pas statistique, malheureusement. C'est une erreur dans l'organisation de la société. Vous voyez, la différence, c'est que je n'ai pas mis ici 10 millions, mais 4 milliards. 4 milliards, en l'occurrence, M. George Soros a perçu en 2013 4 milliards de dollars. Ce n'est pas sa richesse, c'est un revenu annuel. C'est une boulimie. Qu'est-ce que vous voulez faire de 4 milliards par an? Vous achetez 3 à Noël pour vos enfants, 3 sous-marins, 2 Boeing, un Airbus. Qu'est-ce que ça veut dire? La logique même du capitalisme, l'idée c'est de consommer. Vous ne pouvez pas consommer 4 milliards par an, c'est une boulimie. Alors c'est pas un individu bien sûr, parce qu'on ne va pas déformer la courbe pour un individu. Il y a à peu près 0,01% de la population là. Là, vous avez 40% de la population qui essaye de survivre avec moins de 2 $ par jour. Invisible, bien sûr, par rapport à quelques milliards par an. Un pays comme le Brésil, peut-être maximum revenu moyen 10 000 euros par jour, invisible par rapport à quelques milliards, 10 000 euros, excusez-moi, par an, invisible par rapport à plusieurs milliards par an. En Suisse, pays plus riche, peut-être revenu moyen de l'ordre de 70 000 francs suisses, invisible par rapport à quelques milliards par an. Donc au bout du compte, vous avez 99,99% de la population qui sont invisibles par rapport à cette aristocratie ici, 0,01%. Alors ce n'est pas uniquement économique, encore une fois, il y a de nombreuses ramifications et dimensions. Ça génère des problèmes sociaux, ça génère des problèmes politiques. On a parlé des aspects liés à la démocratie, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, quand on perçoit de tels montants, on peut acheter des médias comme nous, un morceau de pain. On peut influencer les médias, les acheter, les vendre. Donc on en essaie, c'est inquiétant, sous l'angle, encore une fois, bien sûr économique, sous l'angle politique, moral, etc., social. Bien le bonjour mes chères petites bactéries. Alors, comment les banquiers fabriquent-ils de la monnaie? C'est la question sur laquelle je vous avais laissé dans l'épisode 4 de cette série de vidéos que je consacre à la création monétaire. Et c'est la question à laquelle nous allons continuer de répondre parce que des épisodes, il va y en avoir encore quelques-uns. Oh, il en reste plus beaucoup. Normalement, je dirais à vue de nez 3. Alors, si vous débarquez, encore une fois, je vais me répéter, mais si vous débarquez, si c'est le premier épisode que vous voyez, c'est-à-dire si vous commencez par l'épisode 5, il faut impérativement que vous voyez l'épisode 1, puis le 2, puis le 4. Ne cherchez pas le 3, je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas fini. Et ça n'a que peu d'importance dans le sens où l'épisode 3 est partiellement décrit à la fin de l'épisode 2, dans la conclusion de l'épisode 2. Je rajouterai ce troisième volet, ce troisième épisode dans la vidéo finale qui sera la somme totale de toutes les vidéos, de tous les épisodes de cette série. Pour mémoire, l'épisode 3 va parler de ce que l'on appelle le phénomène, le principe de compensation. Encore une fois, cliquez là et cliquez là si vous voulez en savoir plus et rattraper le retard ou visionner les vidéos que vous n'avez pas encore visionnées. Bien, alors comment les banquiers fabriquent-ils de la monnaie? Monsieur Poulet veut emprunter 100 € à la banque. Pour ce faire, il pousse les portes de la première banque venue et va voir Bibi, le banquier. Situation, et dans un souci de clarté pour simplifier les choses, nous allons partir du principe que le compte de Monsieur Poulet est à 0 €, ce qui signifie en termes de bilan comptable que son actif et son passif, que les actifs et les passifs inscrits à son bilan sont nuls, sont à 0. Toujours dans le même souci de simplification, nous allons partir du principe que le bilan de la banque est lui aussi égal à 0. Alors je sais, il y en a qui vont me dire que non, une banque ne peut pas prêter d'argent s'il n'a pas un minimum de fonds propres. Alors d'abord, ceux qui seront tentés de me faire cette réflexion, je vous en félicite. Ça veut dire que vous en savez plus que la très grande majorité des gens sur le fonctionnement du crédit, de l'emprunt bancaire entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'un emprunt, il s'agit d'un crédit. Ensuite, je pense que vous faites allusion là aux accords BAL 2 ou BAL 3 ou je ne sais quelle baltringue
qui préconise que la banque doit posséder un certain pourcentage de la somme qu'elle a l'intention de prêter. Dit autrement, cela signifie que la banque doit avoir dans ses coffres, dans ses fonds propres, un certain pourcentage d'une somme qu'elle veut prêter. Prêter entre guillemets, soit entendu. On entend souvent le chiffre de 10%. Et moi-même, je l'ai entendu. Je me souviens qu'un responsable d'une grande banque française était venu nous servir sa soupe, et il nous avait expliqué à l'époque, je me souviens, que pour prêter 100 €, il fallait qu'il possède 10 €. Petite parenthèse, je me souviens aussi à ce moment-là d'avoir fait un petit tour du regard de la salle et d'avoir observé mes collègues à l'annonce de cette information. Personne n'avait réagi. Personne s'était demandé comment une banque peut prêter 100 € s'il n'a que 10 €. Bon, peu importe. Toujours est-il que c'est cette histoire d'accord baltringue là. Alors déjà pour commencer, ce n'est qu'un accord, c'est pas une loi, c'est écrit nulle part dans la loi. Oui, parce que il faut savoir que les banques réglementent leur activité elles-mêmes. Si vous pensiez que c'était vous qui avez si vous ou l'État ou vos représentants qui avaient la moindre mainmise sur le secteur bancaire, détrompez-vous. Non, les banques font absolument ce qu'elles veulent, elles se réunissent de temps en temps entre elles et se disent voilà, on va faire ça, on a le droit de faire ça, on va faire ça comme ça, et ça échappe à tout contrôle démocratique. Voilà, fin de la parenthèse. Non, en fait, on le sait maintenant, et d'ailleurs ça a été avoué par des anciens banquiers centraux de la Banque d'Angleterre, je crois, me semble-t-il, qui nous expliquaient qu'en réalité c'est totalement l'inverse. Ce ne sont pas les fonds propres qui font la capacité de faire du crédit, mais ce sont les crédits obtenus ou vendus, qui font les fonds propres. Dit autrement, c'est pas parce que la banque a 10 € qu'elle va pouvoir prêter 100 €, mais c'est parce qu'elle va prêter 100 € qu'elle va pouvoir réclamer une certaine somme, alors même pas peut-être 10 €, peut-être moins, ça dépend des pays, ça dépend des époques, ça dépend des moments, mais c'est en tout cas grâce à ces 100 € crédités sur le compte de celui qui demande un crédit qu'elle pourra acquérir des fonds auprès de la banque centrale. Donc t'es gentil, mets tes 10 € là, tu les dégages, et on revient au schéma, au petit dessin de tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc la banque n'a pas d'argent, Monsieur Poulet n'en a pas, et Monsieur Poulet veut obtenir de la monnaie auprès de la banque. Impossible, vous allez me dire. Eh bien si, c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Donc, revenons en arrière. Monsieur Poulet va voir le banquier vérifie que Monsieur Poulet est solvable et qu'il est capable, qu'il ait les garanties suffisantes pour pouvoir lui accorder un crédit. Un contrat de prêt est donc signé. Un contrat pour une valeur de 100 €, puisque c'est la somme que Monsieur Poulet voulait emprunter au banquier. Le prêt, entre guillemets, est accepté, le contrat est signé, donc, à ce moment-là, que fait Bibi, le banquier? Est-ce que Bibi descend dans son coffre chercher un billet de banque de 100 € pour le donner à Monsieur Poulet? Non. Que fait Monsieur Bibi? Avec ses petits doigts boudinés, il tape 1, 0, 0 sur son clavier, et ce faisant, il crédite le compte de Monsieur Poulet de 100 unités de compte. Pas de 100 €, attention, de 100 unités de compte. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir les vidéos 1, 2 et 4. 100 € entre guillemets apparaissent donc sur le compte de Monsieur Poulet. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les unités de compte qui sont sur nos comptes en banque sont une dette que la banque a envers nous. C'est-à-dire que ces 100 unités de compte que Monsieur Poulet a maintenant sur son compte en banque vont lui permettre éventuellement de venir retirer un billet de 100 €, c'est-à-dire un billet que l'on considère comme étant de la vraie monnaie, de la monnaie centrale corporelle. Puisque Monsieur Poulet a une créance sur la banque à laquelle il a fait le crédit, puisque la banque en question a une dette envers Monsieur Poulet de 100 €, Monsieur Poulet écrit à son actif, on va dire que Monsieur Poulet a un bilan lui aussi, comme tout un chacun, nous avons tous un bilan finalement, si on réfléchit bien. À l'actif de son bilan, Monsieur Poulet écrit donc 100 €. Tout le monde suit? Bon. À l'inverse, puisque la banque a une dette envers Monsieur Poulet de 100 €, puisque Monsieur Poulet peut venir à chaque instant retirer un billet de banque de 100 €, la banque écrit à son passif, cette fois-ci, 100 €, puisque c'est une dette, elle a une dette envers Monsieur Poulet. Ça va, vous suivez toujours? Bon. Mais ce contrat de prêt est aussi une dette qu'a Monsieur Poulet envers la banque qui l'engage à rembourser les 100 € crédités plus les intérêts. Monsieur Poulet ayant emprunté 100 € à 5% sur une durée de 30 ans, il doit à peu près 100 € d'intérêt. Il a donc une dette de 100 €, ce qu'il a emprunté entre guillemets, plus 100 €, les 100 € d'intérêt. Il écrit donc à son passif 100 plus 100, ce qui nous donne 200. Total du bilan de Monsieur Poulet, moins 100 €. C'est-à-dire que dans l'histoire, Monsieur Poulet va perdre 100 €, mais ça on va le voir tout à l'heure. Que se passe-t-il maintenant au niveau du bilan de la banque?
Eh bien, la banque met la dette que M. Poulet a envers elle, c'est-à-dire le fait que M. Poulet devra rembourser ce qui lui a été crédité, les 100 € dans ses actifs. Mais elle met aussi les intérêts que M. Poulet s'est engagé à payer, à rembourser. Elle met donc à son actif 100 plus 100, ce qui lui fait un bilan positif au niveau de son total général de plus 100 €. La banque a gagné 100 € en ne faisant rien d'autre que d'écrire des petits chiffres dans l'ordinateur, dans ses ordinateurs. Et c'est comme ça que les banques gagnent de l'argent. C'est comme ça que les banques fabriquent de la monnaie à partir de rien, juste en tapant des petits chiffres sur un clavier. C'est comme ça qu'elles nous endettent et c'est comme ça qu'elles fabriquent de l'argent. Oui, parce que cet argent, ces unités de compte qui sont sur le compte de M. Poulet ne vont pas rester sur le compte de M. Poulet. Elles vont finir ailleurs. Elles vont finir transférées sur un autre compte, peut-être d'une autre banque ou de la même banque. Là, c'est encore mieux. Mais au final, la banque n'a absolument rien fait. Elle n'a rien produit. Elle s'est juste assuré le fait que M. Poulet va travailler pour elle pendant une trentaine d'années. Alors, pour le moment, ça vous paraît abstrait. Pour le moment, il est fort possible que vous ayez du mal à comprendre les conséquences de ce système-là, que vous ayez du mal à comprendre ce que cela implique. Quoique, si vous avez suivi les 4 premiers épisodes de ma série, vous avez dû déjà comprendre qu'il y a comme un loup, qu'il y a quelque chose de pas tout à fait net, de pas tout à fait normal, qu'il y a comme une espèce de système d'exploitation, en tout cas que ce système repose sur une inégalité extraordinaire. Quand je dis le titre de cette série de vidéos que c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est véritablement un système d'exploitation, comme dit Gérard Fouché, et je ne serai que trop enclin à vous encourager de revoir les vidéos, les épisodes que vous avez peut-être déjà vus, mais peut-être de façon un petit peu superficielle, de les assimiler, de les comprendre. Comprendre, ça veut dire avoir en soi. C'est pas parce que j'ai mangé un quignon de pain que je l'ai digéré. Avoir en soi, c'est pas suffisant, il faut assimiler les choses. La meilleure façon de savoir si vous avez compris quelque chose, c'est de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Alors pour le moment, c'est une série de petites vidéos courtes qui sont sous la forme un petit peu de teaser. Je pense que l'idéal, ce sera pour vous, si vraiment vous vous intéressez à cette question-là, la question de la création monétaire, ce sera d'attendre que j'ai fini d'assembler tous ces petits épisodes en une seule vidéo, et de regarder tout d'un coup, et de le regarder plusieurs fois. Bien, pour ne pas déroger à la coutume maintenant établie concernant la conclusion de ces petits épisodes, n'hésitez pas à partager, à commenter, même si c'est pour dire une connerie. Le but est d'augmenter la visibilité des vidéos. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à cliquer également sur la petite cloche pour être tenu informé du 6e, du 7e et du 7e épisode qui sortiront bientôt. N'hésitez pas non plus à me demander les sources, n'hésitez pas à me demander d'autres informations, d'autres vidéos, d'autres références. Il y a plein de gens qui parlent de ça, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Quoi qu'il en soit, rendez-vous pour le prochain épisode où on va voir ce qu'il advient des 100 € crédités sur le compte de M. Poulet, parce que M. Poulet n'a pas emprunté 100 € juste pour le plaisir d'avoir 100 €. S'il l'a fait, c'est pour s'acheter quelque chose. Donc on va voir ce qui se passe, comment ça marche lorsqu'il va transférer ces 100 € sur le compte d'une autre personne, peut-être même d'une autre banque, parce que ça nous paraît tellement incroyable que l'on puisse fabriquer de l'argent comme ça. On se dit mais c'est pas possible. Il y a bien un moment donné où la banque paye quelque chose, et ben on va s'apercevoir que non, pas du tout. Et c'est justement l'épisode qui me pose problème, c'est le sujet de la compensation. Eh bien nous allons résoudre ce problème pour voir comment ça se passe exactement et comment les banques arrivent à créer de l'argent en veux-tu, en voilà, sans que ça lui coûte absolument rien. Dans la très très grande majorité des cas, nous allons aussi voir les conséquences dramatiques sur nos vies, mais pas seulement sur notre planète, sur l'écologie, le fait que nous soyons tous en guerre les uns contre les autres pour acquérir une monnaie qui est de façon systémique, toujours rare, toujours insuffisante. Nous allons voir les problèmes donc écologiques, nous allons voir les problèmes sociaux que cela engendre. Nous allons voir aussi du coup comment il est possible que des gens arrivent à s'enrichir, mais de façon exponentielle. Et il y a de plus en plus de très 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 riches et il y a de plus en plus de très 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 pauvres. Jamais les inégalités en termes de richesse n'ont été aussi gigantesques que maintenant. Même les pharaons, les grands rois, les empereurs n'étaient pas aussi riches que nos oligarques d'aujourd'hui. Je pense qu'on arrive au bout d'un système qui s'essouffle, et je pense qu'on va sacrément morfler, à moins que l'on arrive
à comprendre ce système et à faire passer le message et à faire en sorte de trouver une solution alternative, parce que des solutions alternatives, il y en a. Il y en a même beaucoup, il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui réfléchissent et qui proposent des choses. Voilà. Au revoir mes chères petites bactéries, et encore une fois, et pour pas changer, bon courage.